Le Carrefour de l'Afrique, un rendez-vous de décryptage et d'analyse des événements marquants du mois dans le continent. Experts, consultants et analystes décortiquent l'actualité dans le Carrefour de l'Afrique. Et c'est sur Ifriqiya FM. Chers auditeurs, bonjour à tous, content et ravi de vous retrouver. Vous écoutez Ifriqiya FM et c'est votre émission mensuelle Carrefour de l'Afrique. Dans cette émission, nous allons revenir sur les moments qui ont défini l'année 2023 en Afrique. Au fil des prochaines minutes, nous allons examiner de près les bouleversements qui ont marqué ces 12 derniers mois. L'Afrique, berceau de diversité et de complexité, a été le théâtre de plusieurs événements qui ont captivé le monde. Au Soudan, un conflit tumultueux a été le centre de l'attention. Ce conflit souligne jusqu'à aujourd'hui les défis persistants auxquels la région est confrontée. Les changements politiques au Sahel ont également retenu l'œil du monde, témoignant des aspirations et des luttes des populations face à des enjeux déterminants. Les élections, véritable baromètre de la démocratie, ont ponctué l'année à travers le continent. Des scrutins cruciaux ont eu lieu, marquant des tournants politiques majeurs dans plusieurs pays africains. Ces moments ont illustré la diversité des voix politiques et la volonté des citoyens de participer activement à la construction de leur avenir. Par ailleurs, l'Afrique a continué de montrer un engagement fort en faveur de la solidarité internationale, notamment par son soutien à la Palestine. Ce geste a réaffirmé les liens historiques et les valeurs communes partagées par de nombreuses nations africaines. Et enfin, nous explorons aussi le rôle crucial de la diplomatie algérienne dans la résolution des crises dans le continent noir. L'Algérie, jouant un rôle de médiateur, a œuvré pour la stabilité régionale, illustrant la nécessité d'une approche concertée pour surmonter les défis complexes qui persistent sur le continent. Année 2023 en Afrique, quel est le bilan? La question est désormais ouverte et pour répondre justement à cette question, j'ai avec moi sur ce plateau de Carrefour de l'Afrique Hassan Qassimi, spécialiste des questions sécuritaires. Bonjour Hassan Qassimi. Bonjour. Et avec moi aussi Samuel Akizimana, notre chroniqueur du Burundi. Bonjour Samuel Akizimana. Bonjour. Bonjour. Et aussi Sami Qaidi, spécialiste des relations internationales et journaliste aussi algérien. Bien bonjour à vous Sami Qaidi. Bonjour. Et nous aurons aussi avec nous au cours de cette émission notre spécialiste aussi de la politique Soufi, Abdelkader Soufi, ainsi que notre correspondant à Niamey, Abdelkarim Mohamedou, et aussi le spécialiste des questions économiques, Makalou Mao Makalou. Alors, j'aimerais tout d'abord commencer avec le Soudan. Au Soudan, je le disais, la situation demeure toujours critique. Après le déclenchement d'un conflit qui dure depuis presque 9 mois, opposant l'armée régulière au groupe paramilitaire, les FSR, forces de soutien rapide, c'était ce 15 avril, et depuis, on déplore des milliers de morts et des centaines, enfin des millions de déplacés aussi. Donc j'aimerais qu'on commence avec le Soudan, avec vous Hassan Qassimi. Alors où va ce conflit au Soudan ? D'abord, le Soudan, c'était un grand pays du nord au sud. Malheureusement, un pays qui a été exposé à de violentes turbulences qui ont fait que ce pays est arrivé à l'irréparable, à savoir la partition de ce pays entre le nord et le sud. Et on avait toujours avancé que les causes et les motifs de ces conflits entre le nord et le sud étaient des conflits interethniques et raciaux. Or, on s'aperçoit avec le temps et quand on analyse les événements, on s'aperçoit que la partition de ce pays a été faite, mais les conflits persistent toujours, les guerres persistent toujours, aussi bien au sud du Soudan qu'au nord du Soudan. Cela veut dire que les causes réelles de ce qui est arrivé, que ce qui arrive dans ce pays, ne sont pas des causes interethniques ou raciales, que les causes, il faut les chercher ailleurs.
Donc le Soudan, depuis plus d'une trentaine d'années, vit des difficultés sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan social, qui ont fait que maintenant nous sommes arrivés malheureusement encore au nord du Soudan à l'irréparable. L'irréparable, c'est quoi? C'est l'installation qui dure maintenant dans le temps d'une guerre civile entre plusieurs factions. Entre, bien sûr, vous avez le Borhan, le général Borhan et le Hamiti, qui sont deux partisans des frères ennemis, en quelque sorte, qui se sont, bien sûr, qui ont travaillé ensemble dans le cadre du même gouvernement sous l'ancien président soudanais, qui a été arrêté et mis en prison, mais qui se sont déchirés, qui se sont affrontés de manière cruelle en prenant en otage toute une population, des populations civiles qui pratiquement sont dans une situation sur le plan humanitaire un peu dans une situation humanitaire la plus critique, la plus difficile, étant donné que le Soudan vit actuellement des moments sur lesquels nous pourrons peut-être revenir tout à l'heure pour expliquer un peu ce qui se passe réellement et nous pourquoi. Allons parler de la situation au Soudan et de l'origine même de ce conflit. Alors, en parlant du Soudan, on ne peut évoquer ce bilan tragique, je le disais, des milliers de morts et des centaines de millions, enfin des millions aussi de déplacés. Makalou, vous qui êtes spécialiste justement des questions économiques, ce conflit, est-ce qu'il a des répercussions sur l'ensemble de la région, sur les pays voisins du Soudan? Oui, bien sûr. Merci et bonsoir à mes co-débatteurs et aux personnes qui nous écoutent. Oui, le Soudan, c'est un enjeu majeur parce que vous savez, le Soudan était le plus vaste pays de l'Afrique avant qu'il ne soit divisé en deux pays. Et il y a des ressources minières importantes au Soudan en ce moment. Et comme vous le savez, maintenant, évidemment, les FSR ont la mainmise sur les industries, les petites mines. Parce que le Soudan est un important producteur d'or africain et l'année dernière, avant le conflit, le Soudan était le troisième producteur d'or africain avant le Mali. Et maintenant, évidemment, vous savez que ces mines permettent de financer quand même les FSR contre l'État central. Mais les enjeux même sont aussi économique parce que c'est un vaste pays et évidemment... C'est vrai, vous dites les enjeux sont économiques, on le sait, le Soudan est un pays très riche, mais c'est un pays aussi, enfin très riche par ses ressources naturelles, mais c'est aussi un pays très pauvre, on constate ça aussi. Exactement. Oui, exactement, parce que quand je parle des petites mines, parce que c'est pas des mines industrielles comme au Mali ou au Burkina ou en Afrique du Sud. Donc c'est ce que je veux dire, ça veut dire que ça enrichit ceux qui les exploitent, et notamment les groupes armés, et pas les populations. Donc, cela fait que, évidemment, ce conflit risque de durer, parce que la manne est là pour financer le conflit. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Ouais. Peut-être pour revenir à la question principale, en parlant des répercussions de la crise au Soudan sur les autres pays, les pays voisins, peut-être le pays le plus touché, peut-être c'est le Tchad, Oui, c'est l'afflux des réfugiés, parce que vous savez, le Tchad même est déjà en conflit, est un pays fragile, et vous savez que le Tchad aussi est un pays en transition, et évidemment, cet afflux de réfugiés, le Tchad ne peut pas y faire face, parce que ça dépasse carrément les moyens que le Tchad peut produire, parce que comme je vous l'ai déjà dit, le Tchad même a ses propres difficultés. Et si vous ajoutez l'afflux des réfugiés, évidemment, et sans compter l'insurrection armée qui sévit au Tchad et les conflits autour dans la région même, je pense que tout cela fait beaucoup d'efforts pour le Tchad, pour le budget tchadien, même si le Tchad est un producteur de pétrole, mais à une moindre échelle. Évidemment, les ressources ne suffisent pas parce qu'il faut financer l'effort de guerre et l'effort de reconstruction. Et avec l'afflux des réfugiés, ça devient très compliqué pour le Tchad sur le plan économique. Exactement, merci pour cet éclairage, Makalou Mao Makalou. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions économiques en Afrique. Alors,
Samuel Akizimana, merci. Alors Samuel Akizimana, vous venez d'entendre les explications du professeur Makalou concernant la crise au Soudan et ses répercussions, ses conséquences, son impact sur l'ensemble de la région. Vous comprenez vous comprenez cette crise, par exemple ce déplacement, cette population qui se déplace, qui est obligée de quitter sa terre pour aller dans un autre pays? Franchement, pour commencer, déjà, j'aimerais commencer par cette phrase de Sartre où il avait dit « L'homme qu'a-t-il fait de l'humain ?» En regardant très bien, en comprenant, on voit déjà, comme l'expert a pu le dire, même avec les spécialistes en économie, comme ils ont pu le dire, là on peut retracer, on voit que c'était un grand pays. Le Soudan était le plus grand pays d'Afrique en réalité, avant sa division. On a divisé, soi-disant, pour résoudre certains problèmes, soi-disant conflits ethniques, etc. Et non seulement ça, on pensait que ça allait résoudre certains problèmes, mais on regarde, par exemple, comme l'économiste vient de le dire, le Soudan était classé 3e producteur d'or, même s'il n'y avait pas encore une très très bonne exploitation. Mais on regarde que tout converge sur le côté où la population n'arrive pas à profiter réellement de son dû. Et on va découvrir en réalité que ça profite à des mains étrangères au détriment de la population. Ce qui revient encore plus remarquable et ce qui touche à cœur, c'est là où on revient sur la phrase de Sartre, l'homme qu'a-t-il fait de l'humain ? Parce qu'on regarde cette population qui est obligée d'immigrer. Pour immigrer, on revient même à travers les émissions, quand on a parlé sur l'Éco-Sahel, où on parlait sur l'économie du Soudan, dans une des émissions, on a vu que malgré les terres arabes qu'il y a au Soudan, malgré cette richesse des ressources naturelles, etc., la population est obligée de déserter, de sortir par force. Exactement, oui. Imaginez une famille qui a de quoi vivre, etc. Il a une maison, il a tout ce qu'il a, mais il est obligé d'abandonner tout ça pour sa vie, pour aller survivre. Et non seulement ça, pour aller dans des camps où la vie est encore pire, mais il est obligé de faire ça. Ça revient sur cette phrase de Sartre qui me touche à cœur pour dire l'homme qu'a-t-il fait de l'humain? Nous, en tant qu'Africains, c'est là où ça me touche encore plus à cœur parce que on doit s'y repenser. Il y a une des choses que moi j'aime dire, surtout en regardant à travers à partir de 1960 avec les indépendances où on a vu le complot effectué par Jack Foccart. Mais on se rend compte que la même manipulation jusqu'à présent continue parce qu'on va voir que au détriment d'un pays aussi riche que le Soudan, parce que même comme vous avez dit, c'est un pays pauvre, mais en réalité, c'est un pays riche parce que si vous regardez les ressources qu'ils ont, les terres arabes qu'ils ont, les potentialités, la position stratégique du Soudan, etc., on va voir que au détriment de tout ça, ils sont en train de souffrir et la population est obligée de déserter pour aller chercher asile ailleurs et c'est déplorable. D'où ça revient sur cette phrase, l'homme qu'a-t-il fait de l'humain? Exactement. Samir Haïdi, vous êtes d'accord avec l'analyse de Samuel Akizimana? Son analyse est extrêmement intéressante et j'ai aussi envie de rebondir sur les propos de Hassan Qassimi pour dire que derrière ce conflit qui a trop perduré, si je puis dire, il y a effectivement là aussi des mains étrangères. Le Soudan est un pays membre de la Ligue arabe et il est aussi touché par ces plans aussi de déstabilisation et de recomposition aussi de la région sur des bases ethnico-religieuses. On a pu voir aussi que le contexte qui prévaut actuellement au Soudan est somme toute le même en Libye, etc., même si il diffère sur certains points. Donc il y a des mains qu'on connaît aussi. Il y a ce voyou de Bernard-Henri Lévy et derrière lui, par exemple, le lobby sioniste qui a une main aussi dans la déstabilisation du Soudan avec le Darfour et le Sud-Soudan. Donc effectivement... Parce que le conflit, il prend de l'ampleur. Hein. Ah, oui, le conflit aujourd'hui s'étend même au centre du pays, Hassan Qassimi. Bien sûr, Vous savez, ce qui arrive un peu au Soudan, c'est dramatique et en même temps malheureux pour la simple raison que, d'abord, si le Soudan est un pays qui est pauvre sur le plan économique, mais sur le plan des ressources naturelles, c'est un pays qui est riche.
Il a les terres arables les plus riches d'Afrique. C'est le berceau du Nil qui a approvisionné pratiquement toute la région en produits agricoles, en cheptel. Donc c'est un pays qui est riche, mais malheureusement avec ce qui se passe, il y a des élites qui sont des élites qu'on peut considérer comme étant des élites compradors, qui ont servi beaucoup plus des intérêts étrangers que des intérêts du pays. Je vais vous dire ce qui se passe un peu au Soudan actuellement, la chute brutale du Soudan et sa dislocation, son démantèlement, sont le fait d'interventions étrangères sournoises. Vous savez qu'il y a des objectifs géostratégiques qui, derrière chaque conflit d'une telle ampleur, et il y a des objectifs géostratégiques. Vous devez savoir que le Soudan a une frontière maritime sur la mer Rouge. Et le contrôle de la mer Rouge actuellement constitue une des priorités les plus importantes. Vous devez savoir que la mer Rouge approvisionne, c'est un peu le gaz et le pétrole, une bonne partie, 10 à 20% de la production mondiale du pétrole qui transite par la mer Rouge. Et n'oubliez pas que c'est aussi à partir de la mer Rouge qu'on approvisionne beaucoup de pays, comme la Jordanie, comme l'entité sioniste. Et bien sûr, avec tout ce qui se passe actuellement au niveau de la mer Rouge, on comprend pourquoi il y a tant de manœuvres pour vouloir prendre un peu le contrôle du nord du Soudan. Mais là, il y a encore d'autres enjeux. Il y a d'autres enjeux économiques très importants. Vous devez savoir que l'intervention maléfique, l'intervention très dangereuse des Émirats arabes unis, son objectif est de prendre le contrôle de l'or du Darfour. L'or du Darfour, c'est des gisements qui sont très très importants. Actuellement, les autorités étatiques soudanaises ne contrôlent pas ce territoire. Et ce gisement, qui est à une échelle grandiose, c'est un méga gisement, est actuellement contrôlé par des compagnies émiraties, bien sûr, avec l'intervention de Hamidati, qui font que cet or-là est transféré vers le sud de la Libye, puis du sud de la Libye, il est transféré vers les monarchies du Golfe. Et quand on parle des monarchies du Golfe, vous devez savoir qu'il y a derrière des lobbies sionistes qui récupèrent tout cet or pour le commercialiser aux États-Unis et en Europe. Ce que dit Monsieur Qassimi est très très juste. Vous savez, le Soudan est quand même aussi est au centre aussi du Nil aussi. Et c'est la source du Nil se trouve. Voilà, la source du Nil se trouve au centre. Mais il y a un truc qui mérite d'être souligné. Un point. Vous venez d'évoquer le rôle diabolique des Émirats arabes unis. Il faut dire aussi que ces Émirats ont un projet aussi, c'est de connecter le Sahel dans une espèce de voie ferroviaire avec le Soudan. Et effectivement, les Émirats arabes unis ont entrepris plusieurs projets de déstabilisation, que ce soit au Soudan, mais aussi dans la région sahélienne. On pourra y revenir un peu plus tard aussi. Et ce rôle est à souligner, d'autant plus que les Émirats arabes unis servent de proxy pour l'entité sioniste et pour les puissances occidentales. On voit bien son rôle avec les puissances occidentales, l'entité sioniste. Donc j'ai envie de dire que l'enjeu dépasse largement la région. Mais qui s'allie aujourd'hui, qui parmi les pays africains s'allie aujourd'hui avec ces pays-là qui veulent s'ingérer dans les affaires du continent ? Vous savez, c'est toujours ces mêmes pays qui servent de cheval de Troie pour l'impérialisme occidental. Nous, on a un voisin qui fait partie aussi du groupe, si je puis dire. Il y a le régime marocain qui sert, somme toute, de cheval de Troie pour servir les intérêts occidentaux, les intérêts de l'entité sioniste aussi. Et c'est ces mêmes pays qui s'allient aujourd'hui. Il faut voir ce rapprochement entre par exemple le régime du Merzen, qui est un régime tyrannique dictatorial, avec les Émirats arabes unis, et la diffusion aussi sur le plan financier d'aide pour déstabiliser la région. Exactement. Je pourrais dire une chose pour continuer un peu ce qui a été dit par M. Qaïdi. D'ailleurs, vous devez savoir que sur le plan macro-politique, nous sommes dans une phase de la mondialisation qui est arrivée à
à sa phase ultime, extrême de développement, donc il ne peut pas plus se développer plus que ça. Et malheureusement, actuellement, quand on ne se développe pas, on produit autre chose. On produit des phénomènes qui sont toxiques, et ces phénomènes qui sont toxiques au niveau des sociétés et des territoires s'appellent le désordre et le chaos. Donc, mondialisation est en train de produire actuellement le désordre et le chaos, et il faut revenir au schéma de domination des territoires du capital mercantiliste international. Vous avez des schémas qui sont connus, classiques. C'est, par exemple, je vous donnerai la première théorie, c'est la théorie du Grand Asie, de la domination du Grand Asie, de l'Eurasie à l'Asie centrale. C'est pour prendre possession un peu de tous les gisements de pétrole et de gaz, qui explique pourquoi les Américains et les Européens se sont massivement installés pratiquement, et ce qui explique d'ailleurs la guerre d'Ukraine actuellement. Alors, pour rester justement au Soudan, parce que on a aussi d'autres sujets dans cette émission. On est en train d'expliquer ce qui se passe. Laissez-moi terminer pour revenir à la deuxième et à la troisième théorie, mais en quelques mots. La deuxième théorie, c'est le Grand Moyen-Orient. Puis la troisième théorie, c'est le Grand Sahel. C'est la théorie du Grand Sahel, de dominer de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Et ça se connecte. Tout cet espace du Sahel. Et vous devez savoir que le Sahel, c'est 10 millions de kilomètres carrés. C'est un véritable continent qui est riche en minéraux, qui est riche en énergie. Et sur ce territoire, il y a 45% du trafic de l'aviation civile mondiale qui passe. Donc, c'est une région stratégique. Celui qui domine ce territoire va dominer le continent africain. Voilà en quelques mots. Oui, exactement. On aura le temps de parler du Sahel. Non, je dois passer juste à une autre question, enfin, une autre question sur ce sujet, au sujet du Soudan. Il y a aussi les tentatives de médiation depuis le 15 avril, c'est-à-dire le déclenchement de ce conflit. Beaucoup de tentatives de médiation ont eu lieu, mais malheureusement, tous ont échoué. Est-ce que ces parties-là, que vous êtes en train d'évoquer, messieurs, font ou bien participent à l'échec de ces médiations? Vous savez que l'objectif de la médiation, c'est d'instaurer la paix. Oui, Hassan. Or, les nations antiques qui sont dans ces processus de domination des territoires ne souhaiteraient pas que la paix soit rétablie et que la paix s'étende un peu sur les territoires. Vous voulez dire qu'il y a une partie qui casse ces médiations? Sans aucun doute, c'est les nations occidentales qui ne voudraient pas que la paix s'installe sur les territoires et au Sahel et en Afrique, pour la simple raison, vous devez savoir que quand il y a la paix, écoutez bien ce que je vais dire, quand il y a la paix, les États s'engagent sur des processus de construction de la démocratie. Quand il y a la paix, les territoires se stabilisent. Quand il y a la paix, on construit des États forts. Et ce sont des États forts. Quand on a des États forts, il y a des conséquences collatérales. C'est quand il y a des États forts, quand il y a la paix, quand il y a la démocratie, il n'y a plus de terrorisme. Il n'y a plus de groupes armés. La criminalité transnationale est maîtrisée, ou du moins elle est réduite à son niveau, où elle ne constitue plus une menace sur la sécurité des populations et sur la sécurité des États. Donc, dans ces manœuvres que nous voyons actuellement en Afrique, l'objectif n'est pas de combattre le terrorisme, mais bien au contraire, de déstabiliser tous ces pays, d'encourager des sorties de crise extra-constitutionnelles, ce que nous vivons actuellement en Afrique, et sur lesquels on pourrait peut-être intervenir et donner quelques éléments d'information pour que les gens puissent comprendre pourquoi beaucoup de pays en Afrique sont en train d'évoluer vers des solutions de gouvernance extra-constitutionnelle. Il faudra absolument qu'on explique cela à ceux qui sont en train de nous entendre pour qu'ils comprennent les enjeux réels au niveau de tout cet espace du Sahel et bien sûr au niveau du continent africain. Oui, je veux clore maintenant définitivement ce chapitre du Soudan, mais avant de clore ce chapitre, il y a une question aussi qui se pose, c'est où est l'Union africaine dans tout cela? Je vais vous dire une chose qui est très importante. Vous savez que nous faisons
la politique de nos moyens. Vous faites la politique de votre poche. Vous devez savoir que le budget de l'Union africaine est financé pour une grande partie par l'Union européenne et d'autres donateurs. Donc cela veut dire que l'Union africaine ne dispose pas de souveraineté en matière d'autonomie stratégique de décision. Nous avons vu que l'Union africaine est traversée par des courants et des lobbies qui font que parfois il est difficile, et particulièrement dans le cadre des conflits et des crises que nous vivons actuellement sur le continent, l'Union africaine n'est pas encore arrivée à réaliser les objectifs prévus dans le cadre de la charte de l'Union africaine, les objectifs en matière de paix et de sécurité. Jadis, ils ont commencé par la déportation des êtres humains, appelée esclavagisme, l'exploitation de l'homme par l'homme, des tristes mémoires. Comme si cela ne suffisait pas, ils sont revenus avec un autre concept, la colonisation. De quoi il s'agit? Cette fois-ci, ce n'est pas la déportation des êtres humains, mais plutôt déporter les richesses, les potentialités, les minéraux de l'Afrique vers l'Occident. Sous la colonisation, ils ont pillé l'Afrique. C'est pourquoi ils sont revenus encore avec une autre stratégie connue sous le nom du néocolonialisme, qui consiste à marquer la présence, l'influence, la domination de l'Occident en Afrique. C'est pourquoi ils s'installent parmi nous, dans nos institutions, en nous imposant les autorités de leur obédience, en nous soumettant à la dépendance, pour que nous puissions être libres des choix, libres des réflexions. Et pourtant, l'Africain a sa culture, l'Africain a ses... Alors messieurs, maintenant je vous invite à passer à un autre sujet. On va toujours rester au Sahel. Il y a aussi au Sahel beaucoup de changements, je vous le disais, qui se sont opérés. Au Niger, par exemple, le 26 juillet, cette date est à présent inscrite dans la conscience du peuple nigérien, car elle marque l'arrivée du CNSP au pouvoir. Quelques mois plus tard, le retrait de la totalité des soldats français se trouvant au Niger, et puis suivi de la fermeture de l'ambassade de France à Niamey. Alors déjà, un commentaire, Samuel Akizimana. Vous êtes chroniqueur, vous avez couvert l'actualité, vous avez parlé dans vos chroniques de ce qui s'est passé au Niger. Alors on commence avec un commentaire, et puis nous allons rejoindre notre correspondant à Niamey pour plus de détails. Pour faire un petit commentaire, moi j'aimerais commencer par cette phrase qui me tient à cœur. Ça dit notre passé ne détermine pas forcément notre avenir. C'est notre décision, c'est notre choix. On peut choisir. Pour dire par là en disant... ce qui s'est passé au Niger, c'était le choix du peuple. C'est-à-dire que c'est le choix du peuple. C'est-à-dire qu'il y a un passé, et le passé, il est connu. Parce que nous savons tout ce qui s'est passé à travers les colonies françaises. Nous savons tout le plan qui a été mis en place depuis Jacques Foccart, depuis les indépendances jusqu'à certains temps, etc. Mais une fois, on a vu qu'il y a la décision du peuple, lorsque le peuple s'est mis main en main pour essayer de changer certaines choses, il y a toujours un changement. Donc notre passé ne détermine pas forcément notre avenir, mais c'est notre décision. Donc lorsque la population est consciente de certains actes qui sont là, ils doivent prendre ces décisions et marcher. Même si on sait en réalité que c'est difficile, qu'il y aura toujours des épreuves, mais il faut que la population soit prête. Moi, ce qui m'a touché le plus avec ce qui se passe au Niger, c'est de voir, malgré qu'il y a les différentes sanctions, où la population ne sort pas dans la rue pour se plaindre contre les sanctions, en réalité, c'est le contraire qui se passe. La population va dans les rues. Pourquoi ? Pour chasser en disant il faut que certaines personnes puissent partir. Nous voulons avoir notre indépendance. Nous voulons avoir un choix pour pouvoir avoir au moins une certaine équité, un certain équilibre dans notre territoire, ce qui nous permet à ce que nous avançons. Donc, à travers le choix, on a vu qu'il y a toujours un choix. C'est ce qui vient en Afrique, surtout quand on va parler sur le côté Sahel. On va voir que lorsqu'il y a certaines décisions qui sont prises en compte, il y a un développement, il y a un changement qui s'est fait, même si on sait que le changement, il a tout un coût, mais il doit y avoir ce choix et ces décisions pour avancer.
Samir Haïdi, ce changement était-il attendu au Niger? Est-ce qu'il était attendu? Oui, et j'ai envie de dire pas qu'au Niger, il y a une vague historique. Je pense que une grande partie du peuple nigérien voulait reconquérir sa souveraineté et son indépendance et mettre fin à cette France-Afrique qui a livré dans une certaine mesure ce pays extrêmement riche, point main lié aux intérêts néocoloniaux. Exactement. Hassan Qassimi, peut-être pour rebondir sur les propos de Samir Haïdi. Je vais vous dire quelques mots à ce sujet. D'abord, oui. Pratiquement les pays du Sahel avec qui nous avons des frontières, le Mali, le Niger, ce sont des pays qui sont amis, des pays frères sur lesquels historiquement vous parlez de l'Algérie, oui. Il y a un passé très lourd, très important. Donc nous ne pouvons pas un peu nier ce qui a existé dans le passé. Maintenant pour le reste, maintenant pour ce qui s'est passé au Niger, d'abord il y a une observation fondamentale à faire. C'est quand il y a un coup d'État, c'est qu'il y a un échec en matière de transition démocratique. Et là, quand il y a des échecs sur le plan de la transition démocratique, il faut se poser des questions. Il faut se dire pourquoi il y a eu des coups d'État, pourquoi il y a eu des putschs. Donc, d'abord, les gouvernances en Afrique sont des gouvernances qui sont fragiles. C'est des gouvernances qui n'ont pas réussi à fédérer d'abord toutes les sensibilités politiques, sécuritaires, militaires. Donc, et qui n'ont pas réussi aussi à avoir l'adhésion des populations. Donc, ce qui fait que parfois, c'est des gouvernances qui font cavaler seuls et qui se retrouvent dos au mur et qui n'arrivent plus à avancer. Et c'est la crise, et c'est un peu ce qui arrive un peu au Mali, ce qui arrive au Niger et ce qui arrive maintenant. Le plus important, c'est que les constats ont été faits. Le plus important, c'est de se situer dans le cadre de la légalité. La légalité, dans le cadre de la charte de l'Union africaine, c'est de revenir au processus constitutionnel et démocratique. Et là, l'Algérie pourrait apporter son aide, son soutien par diverses formes. Et surtout, l'Algérie souhaiterait que cet espace, que le Mali, que le Niger connaissent la paix, la stabilité, la sécurité. Parce que quand on voit ce qui arrive tout autour de nous, ce qui arrive un peu au Soudan, et bien sûr, on n'avait pas parlé un peu du Tchad tout à l'heure, mais le Tchad, on va en parler tout à l'heure parce que c'est un pays qui est sur un volcan et pourrait peut-être donner des éléments d'information sur ça. Et on voudrait éviter que cette poudrière qui se trouve un peu au Soudan puisse se déplacer un peu dans le Sahel et menacer la sécurité des pays qui sont frères et amis. Hassan Qassimi, je vous invite maintenant à écouter l'analyse de notre correspondant à Niamey. Il est avec nous en direct. Abdelkarim Mohamedou, bien le bonjour à vous. Abdelkarim, bonjour. Alors, on est en train de parler du Niger. Est-ce que ce qui s'est passé au Niger, à l'arrivée au pouvoir du CNSP, est-ce que c'est une question de souveraineté? C'est une question de choix du peuple? Écoutez, choix du peuple ou pas, en fait, l'avènement du CNSP, il a justifié son intrusion sur la scène politique par la question sécuritaire et les questions économiques. Notamment la question de la gestion du régime, notamment des finances publiques, le détournement des deniers publics, l'enrichissement illicite que le CNSP a dénoncé à son arrivée au pouvoir. Donc c'est ça qui a justifié son arrivée au pouvoir. Eh bien, et très vite aujourd'hui, donc certains acteurs sociopolitiques ont surfé là-dessus parce que il y avait déjà une certaine levée de bouclier par rapport à la présence des militaires français que les gens avaient tout dénoncé. Et donc, les gens ne voulaient pas de la présence des militaires français. Et donc, le CNSP, bien entendu, ne peut qu'avoir l'adhésion du peuple parce que le CNSP aussi a demandé aux militaires français de partir. Voilà ce qui s'est passé. Mais que pense le peuple? On voit les manifestations des Nigériens dans la rue, au rond-point aussi de l'escadrille. On voit ce soutien aux membres du CNSP au pouvoir. Donc, et puis aussi vous avez parlé aussi du côté sécuritaire, vous avez parlé, les attaques terroristes ont fortement diminué quand même. Donc il y a eu des avancées sur ce point-là aussi. Oui, il y a eu des avancées justement. Sur le volet sécuritaire. Mais les Nigériens ont soif de justice. Ils ont soif de justice depuis 12 ans que le PNDS, depuis l'avènement de Mahamadou Issoufou
au pouvoir, le prédécesseur de Bazoum en 2011, les Nigériens ont soif de justice parce qu'il y a eu beaucoup d'impairs, il y a eu beaucoup de bévues en matière de justice, notamment un enrichissement illicite, des emprisonnements, des vrais faux coups d'État avec des personnes emprisonnées, des militaires emprisonnés. La chose la plus marquante après l'arrivée du CNSP au pouvoir, c'est ce bras de fer avec Paris. Le CNSP qui a demandé à la France le retrait de ses soldats du sol nigérien. Et puis c'est une victoire, c'est une victoire aussi, non? C'est une victoire pour le CNSP, c'est une victoire pour le peuple nigérien qui, depuis Issoufou Mahamadou, face à l'échec de la lutte contre le terrorisme, a demandé le pur et simplement le départ des militaires. Donc le CNSP ne peut que surfer sur cette plate-bande pour avoir l'adhésion massive du peuple, de la population nigérienne. Voilà aujourd'hui qui fait que le CNSP est véritablement soutenu par une grande majorité du peuple nigérien. C'est donc une victoire. Merci pour cette analyse, Abdelkarim Mohamedou. Je rappelle que vous êtes correspondant des Ifriqiya FM à Niamey. Merci. Hassan Qassimi, peut-être pour rebondir sur l'analyse. Je vais revenir pour dire quelques mots sur ce qui a été dit par votre correspondant à Niamey. D'abord, c'est cette phrase qui est très importante et qui est significative, c'est que le peuple nigérien a soif de justice. Ça, il faudrait quand même en parler pour la simple raison qu'il y a des attentes, qu'il y a des ambitions de la part de la population de vouloir avoir un mieux comparativement à ce qu'ils ont vécu durant les décennies passées. Donc le plus important dans tout cela, dans cette évolution au Niger, c'est de ne pas revenir à la case départ. Et surtout que vous savez que quand on veut de la justice ne peut se faire que dans le cadre de la légalité. Donc il faudrait revenir à un processus de légalité. Maintenant, l'Algérie a toujours aidé le Niger, il faut le dire, pas uniquement le Niger, beaucoup de pays. Vous devez savoir que l'Algérie a mobilisé pendant des décennies des prêts d'équivalent de 3,6 milliards de dollars qui ont été donnés en prêt à plus de 14 pays africains. Puis ces 3,6 milliards de dollars, vous le savez, c'est des dettes qui ont été annulées par l'Algérie. Donc ça, c'est important pour vous montrer que l'Algérie a toujours été à l'écoute des populations, a toujours été à l'écoute des autorités politiques africaines en matière de solidarité, en matière d'aide, en matière de soutien, et bien sûr dans d'autres domaines plus importants sur le plan des relations internationales. L'Algérie a toujours été à la quête et au soutien des causes justes sur le plan régional ou international. Vous devez savoir que l'Algérie a toujours constitué la Mecque des révolutions, la Mecque des révolutions, et que tous les mouvements de révolution africains et qui ont eu par la suite leur indépendance étaient en Algérie et financés sur le budget de l'État algérien. Maintenant, je reviendrai à autre chose, c'est que l'Algérie, dernièrement, depuis les 24 heures qui sont passées, il y a eu la visite du ministre nigérien en Algérie. Des Affaires étrangères. Une visite d'ailleurs importante qui intervient dans des conditions particulières. Vous devez savoir que si au Niger, la France est partie, vous devez vous dire qu'il y a certains acteurs subversifs qui sont en embuscade et qui voudraient revenir s'installer dans ces territoires pour semer le chaos, le désordre et l'insécurité. Donc les menaces sont toujours là. Il faut rester vigilant, il faut être toujours en veille, et surtout que l'Algérie est un pays qui n'a pas d'ambition territoriale ou d'autres ambitions néocoloniales, à l'exemple de certains pays qui sont en train de se redéployer dans le Sahel et qui se redéploient de manière brutale, parce que vous devez savoir qu'il y a des armes en quantité importante qui ont été transférées à partir du sud de la Libye par le canal des Émirats arabes unis et qui sont arrivés dans le Sahel. Et il y a de ça une année, on avait entendu le général Bohari, le président du Nigeria, dire que les armes de l'Ukraine étaient arrivées dans le lac Tchad à Boko Haram. Donc il y a une entreprise internationale de déstabilisation et de domination des territoires. Et là, l'Algérie est en train de
constitue un peu la force opposée à tous ces acteurs subversifs qui veulent semer le chaos dans le Sahel. Donc l'Algérie va continuer à aider aussi bien le Mali que le Niger et d'autres pays en Afrique. C'est très juste, Monsieur Rassimi. Il faut dire que la singularité de la doctrine algérienne, c'est sa défense des causes justes et une approche politique qui est dans la non-ingérence dans les affaires intérieures. L'Algérie ne s'ingère jamais dans les affaires des autres pays. Elle soutient toujours des solutions inclusives, c'est-à-dire en interne, loin de toute forme d'ingérence étrangère. Et il faut dire que les pays du Sahel, dont le Niger et bien d'autres, peuvent trouver en Alger un soutien inconditionnel et constant. Et ça, c'est reconnu par l'ensemble des nations. D'ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies a, en octobre 2022, salué avec force les efforts de l'Algérie pour trouver une solution dans le cadre des accords d'Alger au Mali. Bon, c'est un autre sujet. Un autre point aussi pour revenir sur les propos de Abdelkarim Mohamedou, tout à fait, de Niamey, donc qui a parlé de cette transition. Il y a une autre forme de transition, c'est une transition intergénérationnelle. Il faut dire que la nouvelle génération, parce que les peuples du Sahel, comme aussi les peuples au Maghreb, etc., sont et dans le monde entier, sont extrêmement jeunes. Et cette jeunesse a une autre approche. Elle est avide, assoiffée de justice, de liberté, d'indépendance, de souveraineté. Et pour elle, il est hors de question et inadmissible que ces ressources naturelles puissent bénéficier à d'autres, alors que eux vivent dans des situations difficiles ou précaires, etc. Donc c'est une volonté de justice, d'indépendance, et je pense que les autorités au Niger et dans d'autres pays du Sahel ont aussi su répondre à cette attente. Juste pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire, moi je me base sur le principe, un peu pour rebondir un peu en globalité sur tout ce qui a été dit, je me base sur le principe d'une personne que j'ai côtoyée, c'est un Nigérien avec qui je peux dire on a passé beaucoup d'années ici, pour dire sur la situation déjà au Niger où il était ici, il est même chroniqueur à Africa FM, il est rentré récemment au Niger. Vous savez, il y a une chose où, pour parler de la situation, moi je vais dire, ils en avaient marre. Quand tu l'entendais dire, il avait dit, il y en a marre. C'est-à-dire que vous avez parlé du conflit générationnel. Vous savez, il y a cette génération qui s'est dit, il y en a marre, parce qu'on a beaucoup appris. Il faut comprendre aussi avec tout ce qui s'est passé actuellement dans le monde. En fait, la jeunesse aussi a ouvert les yeux, on a compris, on a appris. Non, si on prend des témoins avec ce qui s'est passé avec le cas de Covid-19, les gens ont vu des situations dans le monde dans lesquelles ils ne pouvaient pas penser que ça pouvait arriver. Il y en a marre dans le sens où la population et la jeunesse africaine actuellement, ils se sont réveillés dans le sens en disant, il y en a marre, si on ne fait pas quelque chose, c'est nous qui en subissons et on va rien en profiter. Juste pour rebondir sur une des citations, ça me fait rire parce que c'est un de mes amis qui me l'avait partagé, où il disait, quand on maîtrise pas la direction du vent, il faut éviter de jouer avec la peau du piment. Pour dire qu'en réalité, la jeunesse africaine maintenant, c'est comme cette poudre du piment, c'est-à-dire que il va toucher dans tous les œils de ces grandes puissances, parce que nous savons qu'il y a la même mise qui est toujours là derrière. Mais nous, la jeunesse africaine actuellement, on en a marre. On en a marre dans le point où on veut aussi avoir cette exploitation de nos ressources naturelles. On veut avoir aussi ce principe en disant, si vous voulez collaborer avec nous, il faut collaborer avec nous, mais gagnant-gagnant. Pour dire que depuis les indépendances, les manipulations, les corruptions de la Jacques Foccart, etc., jusqu'avec certains, on nous en sommes fatigués. Et non seulement ça, il y en a marre, c'est ça la phrase. Pour ça, il y a certaines barrières qu'on doit mettre et il doit y avoir de nouveaux partenariats pour le développement réel de l'Afrique où on veut le développement de notre cher continent. Alors, avec nous aussi en direct, notre consultant politique, le politologue Abdelkader Soufi. Bien le bonjour à vous, Abdelkader Soufi. Oui, bonjour. Donc, pour revenir au Niger, il y a aussi la création des États de l'alliance des États du Sahel, avec le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Donc c'est un événement aussi marquant de cette année 2023, cette alliance qui a remplacé le G5 Sahel. Et puis après le Niger, le Mali et le Burkina Faso, enfin le Niger et le Burkina Faso se sont retirés de cette ancienne alliance qui est le G5 Sahel. J'aimerais revenir sur cet événement marquant qui est la création déjà de cette alliance. Abdelkader Soufi. Oui,
Très bien. D'ailleurs, vous faites si bien de dire, mais au fait, ce n'est pas G5 Sahel, mais c'est G5 plus 1 Sahel. Et là, c'est toute la différence. Cela veut dire que les 5 États africains... C'est le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et la France. Et la France. Donc vous rajoutez un État. Vous rajoutez un État. Plus 1, et ce groupe, même si c'est tacitement, donc, a toujours été dirigé par la France, et donc il a été créé plus pour de défendre les intérêts français que pour se prémunir contre le terrorisme. L'ensemble des opérations qui ont été créées, ne serait-ce que depuis 2012, on peut parler de l'opération Licorne, Serval, Barkhane, G5 plus 1 Sahel, l'opération Sabre, Takuba, tout ça, toutes ces opérations n'ont rien donné, si ce n'est protéger les multinationales qui, comme le disait justement Samuel, étaient là pour dilapider et en profiter pleinement des biens des pays africains. Aujourd'hui, ce groupe de 3 qui a été créé, ça rappelle un peu le groupe des Benelux qui a été l'ossature de l'Union européenne. C'est tant mieux d'ailleurs. L'alliance n'est pas que militaire, donc elle est aussi d'ordre politique et économique. Cela peut présager un futur groupe qui se substituera ou succédera à la CEDEAO. D'ailleurs, on en parle déjà donc d'une nouvelle monnaie dont donc cette alliance n'a pas un caractère sécuritaire uniquement. Hein. Cette alliance aurait aussi un caractère économique. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, exactement. On pense déjà à une nouvelle monnaie, donc une nouvelle approche politique, une nouvelle intégration. Cela peut inciter d'autres pays qui, moi je dirais, un pays comme le Nigeria, qui est là dans la CEDEAO, mais je pense que aussi c'est un pays qui joue un rôle pleinement dans le groupe de la CEDEAO, mais je crois qu'il est influent aussi. Le Nigeria sort de la CEDEAO et se rapproche justement de ces 3 pays-là. Il va renverser la vapeur en faveur d'une nouvelle alliance qui évincera définitivement la Banque centrale française, parce qu'il faut le dire, c'est à travers cela, c'est à travers la cellule France-Afrique qui est en train de mourir à petit feu, que nous sommes en train de vivre les derniers jours de cette coalition. Donc merci pour cette analyse à Abdelkader Soufi. Merci encore une fois. Je rappelle que vous êtes consultant de la chaîne Ifriqiya FM, politologue et spécialiste des questions politiques. Merci. C'est bon. Hassan Qassimi, oui, je voudrais... pour revenir sur la création de cette alliance des États du Sahel. Au sujet de cette alliance, d'abord, la naissance de cette alliance est le résultat d'un échec de la CEDEAO. Donc la CEDEAO, vous devez savoir que c'est un échec cuisant. Donc une organisation économique fortement pénétrée par des lobbies français qui ont poussé vers le pire, qui ont poussé vers pratiquement une situation de déflagration au niveau du Mali et du Niger, qui ont particulièrement, vous avez vu la pression qui a été faite sur la CEDEAO et certains pays pour envoyer des troupes et faire la guerre aux troupes. Donc on allait assister à des scénarios horribles où les Africains allaient s'entretuer, bien sûr, de manière à faire un peu avancer les intérêts de certains pays étrangers. Et là, ce qui explique un peu pourquoi nous assistons à pratiquement, nous pouvons dire, à l'effritement et à l'effondrement de la CEDEAO. Mais la naissance de cette alliance, c'est une alliance, les objectifs sont importants. D'abord, l'alliance sécuritaire, c'est une alliance qui a été actée par le traité du Laptiko-Gourma, par lequel ces pays se sont mis d'accord à mettre en place une alliance sécuritaire pour répondre un peu aux défis de l'heure. Maintenant, c'est une alliance aussi qui est appelée à évoluer certainement vers une fédération et aussi
vers aussi une union économique et financière pour parachever un peu ce dispositif. Bon, ça va demander encore du temps pour arriver à réaliser tous ces objectifs, mais le plus important maintenant, c'est pour pouvoir un peu légitimer toutes ces actions politiques, ces actions de construction d'un avenir pour toute cette région, c'est de revenir un peu au processus constitutionnel et démocratique. On peut dire que le Sahel prend son destin. On peut dire que le Sahel prend son destin en main et veut une solution africaine pour l'Afrique, loin de toute forme d'interférence et d'ingérence. Et on a pu voir que malheureusement de nombreuses capitales occidentales ont intérêt au pourrissement et au pire, parce que les malheurs des uns fait le bonheur des autres, pour parler trivialement. Et aussi, dans cette droite ligne, il ne faut pas oublier aussi la doctrine néoconservatrice américaine qui prône le chaos pour reconstruire à sa guise. Donc c'est le fameux Ordos ab chaos. Donc on passe à un autre chapitre, celui des élections. Donc autre événement marquant de cette année 2023, c'est les élections. Hein. Au Libéria, c'était des élections, j'aimerais dire, qui se sont déroulées de façon surprenante. Hein. C'était qualifié par les observateurs d'un véritable processus démocratique. J'aimerais un commentaire. Hein. Parce que vous avez fait, Samuel Akizimana, vous avez fait des chroniques sur le Libéria, sur ce qui s'est passé au Libéria. Oui, en fait, moi, j'aimerais d'abord féliciter parce que si on voit cette approche-là avec George Weah, c'est qu'il a fait... En fait, ça nous a tous étonnés. Mais il faut comprendre que ça ne doit pas nous étonner parce que c'est normal. Parce que, en fait, vous savez, des fois, en Afrique, on nous a toujours montré le côté en disant en Afrique, on se bat, etc. à chaque fois qu'il y a des élections. Mais il faut comprendre que il y a ce cœur aussi en Afrique de voir des passations claires et nettes, démocratiques, où en disant, ok, tu m'as battu, je te laisse la place. Parce qu'il y a ce côté-là. Ça revient sur cette mentalité qui est en train de naître en Afrique, où il y a ce côté amour de la patrie, où on voit que les gens sont plus intéressés par le développement de leur pays que par le remplissement des poches de certains individus. Parce que là, quand on a ces cœurs-là, parce que si on regarde les objectifs des personnes en disant, il a ce cœur-là de voir son pays développer, parce qu'il sait très bien que ce soit moi, que ce soit l'autre, si on a ce cœur-là pour le développement de notre cher continent, on va y arriver. Parce qu'il faut que nous ayons ce courage et cette sensation de vouloir voir les choses. Comme on a pu le dire, il faut commencer à maintenant que les hommes politiques africains puissent commencer à oublier le champagne et à penser à distribuer de l'eau pour tout le monde, pour que la population puisse avoir ce qu'il y a à avoir, pour qu'il y ait le développement en Afrique. Et puis Hassan Qassimi, d'autres élections aussi se préparent en Afrique. L'élection aussi la plus attendue, c'est celle du Sénégal pour l'année 2024, février 2024. Ce qu'on pourrait peut-être souhaiter pour le Sénégal, même s'il y a des conflits très importants, des intérêts en jeu, des interférences étrangères dans ce pays, qui d'ailleurs est un exemple en matière démocratique. Il y a eu des transitions politiques très fortes qui se sont déroulées dans d'excellentes conditions. Donc ce qu'on pourrait souhaiter pour le Sénégal, que les élections se déroulent dans de bonnes conditions et qu'il y ait de nouvelles autorités politiques qui puissent réaliser les objectifs de développement, les objectifs de sécurité et bien sûr la protection, le plus important, la protection des populations. Oui, brièvement aussi. Juste ce mot-là. Chacun a le droit de choisir le chemin qu'il veut, le sage dans la lumière et l'aveugle dans le noir. Donc les gens vont comprendre. Alors il me reste un dernier sujet, c'est la Palestine, la réaction, le soutien du continent africain à la cause palestinienne. On va faire un petit tour de table. On va commencer avec vous, Samir Qaïdi. Alors on sait tous ce qui s'est passé en Palestine occupée, ce qui se passe encore, cette barbarie commise par l'entité sioniste. C'est un génocide doublé d'un nettoyage ethnique d'une entité totalement fasciste qui est en train d'appliquer la politique du pire, c'est-à-dire celle de l'extermination de tout un peuple. Et le continent africain reconnaît la douleur et la souffrance du peuple palestinien. Tout à fait, et j'ai envie de parler aussi de cette axe Pretoria-Alger. L'Afrique du Sud aussi est un pays qui s'est largement mobilisé pour la défense de ce peuple opprimé palestinien et qui a rompu ses relations diplomatiques avec l'entité sioniste fasciste en novembre dernier.
Samuel Akizimana, pour poursuivre, oui. Oui, juste moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est là où on se rend compte que on comprend ces douleurs-là, et surtout quand on voit il y a des milliers et des milliers de morts pour l'occupation, etc. On voit surtout, ça me tient à cœur, c'est de voir où la population africaine, où on a pris maintenant ce compte-là, on veut plus que les choses continuent, où on voit que les gens se relèvent et il y a des manifestations, il y a le soutien de la population africaine, parce que il faut comprendre que l'Afrique aussi a subi des occupations et on ne veut pas avoir ces genres de domination continuelle dans le monde où la population africaine dit il y en a assez, il y en a marre, il faut que les choses puissent changer, il faut que les choses aillent dans le droit chemin. Exactement. Hassan Qassimi. Je pense d'abord il faudrait souligner que le sionisme international est une idéologie raciste, ségrégationniste, et souvenez-vous, en 1975, il y a eu une résolution des Nations Unies qui a considéré le sionisme comme étant une idéologie raciste et ségrégationniste. Mais cette idéologie a évolué en pire pour la simple raison qu'elle a fait alliance avec le nazisme et le fascisme sur le plan mondial. Bien sûr, ce qui arrive actuellement à Gaza est un exemple de quoi est capable cette idéologie sioniste et fasciste de faire disparaître tout un peuple. Donc nous sommes dans une entreprise de nettoyage ethnique, dans une entreprise où nous avons relevé, recensé de la manière la plus officielle plus de 1350 génocides répertoriés, preuve à l'appui, et malheureusement nous assistons à une position, une attitude du tribunal pénal international qu'on peut considérer à la limite comme étant de la complicité. Pour la simple raison qu'on a vu ailleurs, en Ukraine, la Russie, les Russes ont transféré quelques enfants en Russie, et le tribunal pénal international a réagi dans le mois qui suit pour publier un mandat d'arrêt international contre le président Poutine. Donc nous sommes dans une instrumentalisation de l'humanitaire d'une manière odieuse, inacceptable. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission. Elle arrive à sa fin. Je tiens aussi à remercier Hassan Qassimi, spécialiste des questions sécuritaires, Sami Qaidi, spécialiste des relations internationales, Samuel Akizimana, chroniqueur chez Ifriqiya FM, Soufi Abdelkader, consultant à Ifriqiya FM, spécialiste en politique, notre correspondant aussi à Niamey, Abdelkarim Mohamedou, et le professeur Mao Makalou, spécialiste des questions économiques. Merci à vous, messieurs. Merci à vous aussi, chers auditeurs, et puis à la prochaine fois. À chaque État sa géographie, à chaque État sa politique. Et cela ne suffit pas pour qu'on puisse nous laisser libres, afin que nous fassions nos choix et déterminons notre avenir. À chaque fois, ils nous amènent dans les chemins qui sont les leurs. Rappelez-vous de la France-Afrique des tristes mémoires. De quoi il s'agissait? N'est-ce pas d'une mallette diplomatique qui embarquait de l'Europe vide, mais qui rentrait pleine de richesses, de la fortune de l'Afrique? N'est-ce pas ça les complots qui a été conçu pour que l'Afrique demeure dans la misère et dans la souffrance?